le deuxième volet du cinquième rapport du GIEC qui est sorti ce 31 mars nous décrit des scénarios catastrophiques face au changement climatique, particulièrement alarmants pour le continent africain. Vous, Emmanuel Seck, en tant qu'expert qui travaille sur ces questions de changement climatique, quelle devrait être notre réaction ou bien notre façon d'agir face à cette situation? Oui, ce qu'il faut dire a priori, c'est que le rapport du GIEC ne devrait pas surprendre, sinon pour dire que ce rapport confirme ce que nous savions déjà et qui était ressorti dans le premier, qui a été publié en septembre donc 2015, qui donnait un aspect scientifique des changements climatiques, confirmant que les changements climatiques actuels sont essentiellement causés par l'action de l'homme. Et le second rapport, qui devait revenir sur les impacts, donc l'adaptation et la vulnérabilité, nous montre donc qu'il y aura des incidences réelles sur les régions, en particulier l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique, économiquement parlant, et aussi techniquement, parce que nous n'avons pas suffisamment disons de technologie ou bien de moyens pour faire face à ces questions de changement climatique. Donc le rapport est revenu sur les conséquences relatives à la sécurité alimentaire avec une baisse de la productivité agricole. Il est revenu aussi sur des questions de santé, donc une prolifération de certaines maladies comme le malaria. Il est revenu aussi sur des questions concernant l'élevage, donc avec la baisse du fourrage, et puis bon, la baisse aussi de la biodiversité, avec des impacts non seulement sur les terres, mais aussi sur les océans. Donc pour ce qui concerne essentiellement le domaine de la mangrove et aussi l'élévation du niveau de la mer avec les érosions côtières. Donc c'est un prétexte, à mon avis, pour alerter, mais aussi pour éveiller les gens par rapport aux questions des changements climatiques, qui ne sont plus des questions uniquement pour les scientifiques, mais qui sont des questions réelles, donc qui nous ramènent à notre réalité quotidienne, parce que nous, en tant que tels, donc nous faisons face à ce phénomène-là avec les intempéries que nous connaissons. Nous faisons face à ces phénomènes avec la dégradation donc de l'environnement, la baisse du niveau de l'eau, et puis des impacts aussi sur la pêche. Pas uniquement la pêche continentale où on parle des fleuves, mais aussi au niveau des océans, parce que la biodiversité marine aussi sera affectée dans ce cadre-là. Et d'autant plus que ça a des impacts sur nos secteurs d'activité. Ça aura aussi des impacts sur les populations, où on parle déjà des questions de conflit, donc des questions de migration, et tous ces éléments-là méritent d'être pris en compte, parce que c'est des enjeux futurs, et pour ceux qui font de la prospective, ils savent qu'il y a disons, du travail à faire à ce niveau. Ce n'est pas les mesures d'adaptation qui manquent. Donc il y a disons, des efforts qui sont faits dans ce cadre-là. Pour ce qui concerne le niveau de la biodiversité marine, on a des aires marines protégées. Il y a aussi, en matière de biodiversité, des aires protégées. Et il faut aussi travailler dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables. Des solutions existent. En matière, par exemple, d'agriculture, il y a l'irrigation à petite échelle ou bien l'irrigation goutte à goutte. Il y a des systèmes d'agriculture durable que nous devons pouvoir promouvoir et adopter au niveau de nos pays, au moins pour rendre davantage, pour faire face à ces questions de changement climatique. Vous parlez d'adaptation au changement climatique, mais n'est-il pas déjà trop tard pour s'adapter au réchauffement climatique? Déjà des millions de personnes souffrent du réchauffement climatique. Ne risque-t-on pas d'aller vers l'inaction et l'inertie des gouvernements, surtout des pays développés? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il est un peu tard pour inverser la tendance actuelle que nous avons en matière, disons, de limitation du niveau de la température. Parce qu'au moment où on espérait avoir une limitation du niveau de la température qui n'atteindrait pas les 1,50 degré, qui aurait des conséquences énormes, surtout pour l'Afrique, parce qu'avoir 1,50 degré en matière de hausse de température, ça veut dire, suivant certaines études, 3 degrés pour l'Afrique. Donc, imaginons 2 degrés.
Donc ça devrait faire 3,5 ou bien 4 degrés pour l'Afrique. Pour des zones du Sahel qui font 40 à 50 degrés, ajoutons-y 44 ou ajoutons-y 4 degrés pour voir ce que ça va donner. Donc ce sera des zones presque invivables. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on interpelle en particulier les pays industrialisés qui ont beaucoup contribué à ce qu'on en arrive à ce niveau d'émissions, à faire davantage des efforts. Et aussi les pays émergents, parce qu'actuellement la forte industrialisation est reconnue au niveau des pays émergents. Cela n'exclut pas que les pays en développement, eux aussi, fassent des efforts à leur niveau. Et je pense que nos leaders sont conscients du phénomène et aussi prennent des mesures pour ce qui concerne certains pays que nous connaissons. Emmanuel Seck, vous êtes également membre du CAN, le Climate Action Network ou Réseau Action Climat. On connaît ce réseau qui fait énormément de plaidoyer et de lobbying sur ces questions. Il y a également CAN West Africa qui travaille sur la région Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce réseau sur ces questions de plaidoyer et de lobbying sur les questions de changement climatique pour amener également nos gouvernements à mettre également une certaine pression positive sur les pays développés à respecter leur engagement, peut-être sur les questions de financement, parce que nous avons également besoin de ces financements-là pour pouvoir faire face à l'adaptation au changement climatique dans nos pays. Je pense que, comme je le dis souvent, la première des choses, c'est accroître la parce que sans une conscientisation de masse, il sera difficile de changer le comportement des uns et des autres et d'avoir une masse critique qui puisse au moins faire mouvoir, donc soit les positions de nos leaders ou bien faire mouvoir les habitudes en matière soit de production et de consommation. Parce qu'il faut dire que nos habitudes actuelles contribuent pour beaucoup donc aux émissions de gaz à effet de serre, surtout en matière de consommation énergétique. Et l'autre élément, donc, comme vous l'avez si bien dit, les moyens donc, posent problème. Actuellement, on a les moyens qui sont attendus dans le cadre de la lutte contre la dégradation du climat ne sont pas atteints. Donc on attendait au moins 100 milliards d'ici 2020, et pour l'instant ce qu'on a ne fait pas la moitié, alors que la dégradation du climat s'accroît. Dans ce cadre-là, nous, en tant que CAN West Africa, nous arrivons à mobiliser, à conscientiser et aussi à former des alliances avec d'autres réseaux, parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut impacter en matière de sensibilisation et même de plaidoyer au niveau de nos chefs d'État. Il y a aussi des efforts qui sont faits dans l'exploration des financements innovants, parce que les financements traditionnels à eux seuls ne peuvent pas répondre aux besoins en matière de moyens pour les questions de changement climatique. Mais il est bon de voir par rapport aux secteurs qui jusque-là n'ont pas été sollicités, le secteur privé, le secteur aéroportuaire, donc de voir au niveau de ces secteurs-là ce qu'on peut trouver comme moyen et faire face aux questions de changement climatique qui interpellent tous les secteurs et qui interpellent aussi tout le monde. Pour finir, est-ce que l'espoir est permis? Oui, mais je pense que nous devons d'espérer. Nous devons d'espérer parce que nous sommes en train de discuter du futur que nous voulons et du futur que nous voulons laisser aux générations futures. C'est de notre devoir de faire en sorte que les générations qui vont venir ne disent pas que ceux qui nous ont précédés nous ont amenés à cette situation-là. Donc à ce niveau, je pense que le défi nous est lancé pour que nous investissions chacun dans le domaine qui le concerne, à faire en sorte que cette réalité des changements climatiques puisse trouver des solutions, mais surtout des actions à quelque niveau que ce soit, c'est-à-dire que ce soit au niveau local, il y a des initiatives à prendre dans ce cadre-là, au niveau national, il y a des stratégies à développer, au niveau sous-régional aussi, il y a des stratégies et des politiques à mettre en avant et aussi des ressources à mettre en avant. Au niveau international aussi, veiller à ce que les leaders, en particulier les leaders des pays développés, puissent prendre des actions et des mesures concrètes. Parce qu'on ne peut pas en rester là à discuter depuis des années, donc des décennies sur des questions de changement climatique, sans qu'on puisse trouver un accord contraignant, donc qui puisse engager tout le monde et nous permettre
quand on va faire la somme des efforts, nous montrer qu'on a largement contribué, disons, à réduire l'effet de l'homme sur l'environnement. Nous remercions M. Emmanuel Seck de nous avoir accordé cette interview. Il est également revenu sur le dernier rapport du GIEC qui nous pousse à l'action. Votre dernier mot? Oui, c'est moi qui vous remercie parce que vous nous prêtez déjà une plateforme pour pouvoir atteindre d'autres personnes et ramener la compréhension des changements climatiques à l'échelle donc citoyenne et montrer à tout le monde que chacun de nous doit pouvoir agir et que la question du climat n'est pas une question uniquement réservée à des scientifiques ou bien des personnes qui sont proches des négociations climat.